Edouard, tu m'entends? Oui, tu me vois maintenant? Oui, là, je te vois. Très Ah, bien. heureusement, parce que j'ai eu peur, je me suis dit, bon Dieu, pourquoi ça ne marche pas sans aucune cause évidente? Voilà, mais ça Voilà, roule. oui, Comment ça va, voilà, Edouard, à Moscou? ça va, il fait toujours froid, un peu plus chaud, il fait -10 aujourd'hui. Voilà, hier, il a fait -15. Voilà, donc encore le froid, il va tenir, je ne sais pas, pendant 2 semaines. Après, la température va monter. D'accord. Et ici au Brésil, il est le carnaval. Mm. Donc, il est jour de carnaval aujourd'hui, mais il n'y a pas de carnaval Mm. à cause du Ça, c'est un virus. peu Mm. Est-ce que tu te souviens quand toi, moi et Dominique, on était au carnaval à Paris? Oui, Voilà, bien sûr. c'était beau là-bas, c'était différent parce que je ne savais pas qu'à Paris, il y a le carnaval. À Moscou, il y a carnaval à Moscou? Non, je ne pense pas. Il y a les fêtes, mais il n'y a pas de carnaval. D'accord. C'est pas comme, c'est pas très cosmopolite comme à Paris. Oui, parce que voilà, j'ai trouvé mon briquet. Donc, parce que, je ne sais pas, il n'y a pas de cette tradition, parce que c'est une tradition plutôt latine, parce qu'on organise les carnavals ici en Italie, à Venise, à Venezia. D'accord, Et d'accord, donc, très bien. donc c'est plutôt, parce qu'en plus, il y avait les carnavals de Louis XIV, les carnavals en Italie. Je pense que c'est plutôt la tradition, voilà, latine. Latine, d'accord, très bien. Edouard, donc, ça roule et on commence. Est-ce que tu vois mon écran? Oui. Voilà, la Russie, la belle Russie. Et donc, aujourd'hui, c'est la leçon 3, la troisième leçon. Et on va aujourd'hui raconter l'histoire de langues latines. Le français, l'espagnol, le portugais, l'italien, le moldave et le roumain ou le romain. Euh, il y a deux variantes de la prononciation. Je pense que roumain, ça peut aller aussi. D'accord, romain et roumain. Parce que, ouais. Et D'accord. moi, quand j'ai regardé le matériel, tu vois, sur toutes ces langues, peut-être, on va voir, mais peut-être il sera préférable de, de faire cette leçon en deux parties, D'accord, d'accord. parce Juste un que, seconde, juste un seconde, avant que tu commences à expliquer la leçon. Donc, la leçon passée, la dernière leçon, c'était la leçon 2 avec la langue mère, les langues mères indo-européennes. Donc, on a parlé sur les langues mères indo-européennes, les dialectes du grand groupe, le groupe latin. Donc, la langue mère indo-européenne, ça veut dire le groupe latin. Que ça, c'est ça? non seulement parce que la langue indo-européenne, Juste une révision, euh, juste une la- révision. Et elles sont oui, quelles les autres? exactement. Euh, Latin, la quoi langue plus? la langue indo-européenne qui s'est divisée, comme c'est marqué à juste titre, voilà, donc qui s'était créée euh, euh, C'est juste 350 pour 000 ans réviser, et Edouard. qui s'est divisée. Edouard, c'est juste pour réviser. C'est le latin. Oui. Donc, le je dirais le groupe du latin, euh, le groupe germanique, Oui. le groupe grec, Grec. Scandinave aussi? euh, scandinave, non, non,
il faut pas l'écrire parce que scandinave, ça fait partie du groupe germanique, à part de la langue finlandaise, qui n'appartient pas à la famille des langues indo-européennes. Sinon, le norvégien, le danois font partie des langues germaniques. Voilà. Et donc, un seconde. le grec. Les langues mères, la langue mère indo-européenne, elles sont le groupe latin. Oui, tu effaces le latin parce que le latin, le germanique, le grec et quoi plus? Le groupe slave. Groupe slave, quoi plus? Et la langue, oui, il faut dire bien sûr le sanskrit. Le sanskrit. Non, ça s'écrit en seul mot. Sanskrit, c'est S-A-N, sanskrit. Ça s'écrit comme ça se prononce avec un T à la fin. Sanskrit, sanskrit. Correct? Non, tu as écrit sanskrit. Non, c'est un seul mot, sanskrit. Il faut effacer le E, oui. Sanskrit, oui, oui. Voilà, très bien. Il y a aussi, ce qui est important pour l'histoire de la littérature et des connaissances, c'est la langue hittite. Ça s'écrit H-I-T-E-T-E. De T, hittite. De T, non, H-I, de T, non, oui, T-E à la fin. Oui, la langue hittite. Langue hittite. Non, il y a encore une autre? Hittite. Hittite, il faut remplacer le E par le I. Hittite. Oui. Qui n'a pas donné d'héritage, mais elle est déchiffrée, cette langue, et on connaît la littérature, la grammaire, on connaît tout. Il y a d'autres groupes qui ne sont pas aussi significatifs. C'est pour ça que pour ne pas donner trop de détails et de ne pas disperser, je préfère de m'arrêter sur ces groupes-ci qui ont joué le rôle très intéressant dans le domaine culturel, celui de la littérature, de la mythologie, des sciences, des religions, de tout. Voilà. D'accord, très bien. Donc, donc sont les langues mères, pas la langue mère, les langues mères, c'est ça? La langue mère, la langue mère, c'était la seule langue et c'est au singulier. La langue mère indo-européenne, c'était une seule langue qui s'est divisée au 3e millénaire avant Jésus-Christ. 30 secondes, 30 secondes. Et qui a donné tous ces groupes. Non, tous ces groupes, le groupe, c'est au masculin. Donc, au lieu de T, il faut mettre un S. Tous ces groupes, il faut accorder, tu vois, tous ces groupes, T-O-U-S. D'accord, oui. Qui a donné tous ces groupes. Voilà. Le groupe latin, le germanique, le grec, le slave, les sanscrits et la langue hittite. Oui, et il est préférable que tu mettes au singulier le sanskrit et pas les sanscrits. Et le sanskrit. Le sanskrit. Le sanskrit. D'accord. Le groupe. Ah oui, encore, on peut écrire les langues baltes. Il y a certains théoriciens qui, au-dessus de la langue slave, il faut écrire les langues baltes.
tu vois, le slave. Et voilà. Et en dessous, les langues baltes. Il y a certains théoriciens La qui langue mettent ou les langues? les langues au pluriel. Il y en a, il y en a deux. Oui. Voilà. Il y Très a bien. certains théoriciens qui mettent le groupe des langues slaves et des langues baltes, ils unissent ces deux groupes en seul, mais les théoriciens russes sont contre. C'est pour ça que moi, je suis d'accord avec les scientifiques russes qui divisent ce groupe en deux. D'accord, très bien. Édouard, donc, c'était juste une révision de la langue mère indo-européenne. Et après, elle a donné tous ces groupes, c'est le groupe latin, le germanique, le grec, les slaves, les langues baltes, le sanskrit et la langue hittite. Voilà. Et Donc, si tu pouvais monter, s'il te plaît, il est préférable que tu mettes la date. C'était au 3e millénaire avant Jésus-Christ. c'est le troisième quoi? Donc, regarde, la première ligne, la langue mère indo-européenne. Voilà, tout de suite, tu mets la date 350 000 ans avant Jésus-Christ, pour être clair. Voilà. Et tu vois, au lieu de 1000, si tu pouvais mettre 3 zéros, pour être plus clair. 350, après tu effaces le 1000 et tu mets 3 euros. Et le 1000, tu effaces. Oui. Et 350 000 ans après, avant Jésus-Christ. oui. Et après, donc, qui a donné tous ces groupes, tu descends. Tu vois la ligne? Non, 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 non. Remonte, s'il te plaît. Si tu pouvais remonter, remonte, s'il te plaît. Voilà, tu vois la deuxième ligne que a donné tous ces groupes. Oui, tu descends et tu mets la date. Si. Juste la deuxième ligne. Après la deuxième ligne, non, non, tu n'effaces rien, tu descends. Non, non. Ici. La deuxième ligne, tu vois la deuxième, la toute deuxième ligne. Oui, c'est là. Après cette ligne, tu descends, et tu mets la date 3e millénaire avant Jésus-Christ. Troisième quoi? Ou 3e millénaire avant Jésus-Christ. Troisième millénaire avant Jésus-Christ. Attends une seconde. Parce que... Ça, ce sont les dates importantes. Mais attends juste une seconde. Ce sont les dates très importantes parce que ça marque l'histoire. Sinon, tu mets 3, le chiffre 3, et après 3 zéros de suite, pour être un peu clair au niveau didactique. Voilà. Troisième millénaire avant Jésus-Christ. Très bien. Oui. Donc, on va parler aujourd'hui, Édouard. Attends un second. Donc, on va parler maintenant la leçon 3. On va commencer par la langue latine. Donc, on commence maintenant pour le groupe latin. Oui. Donc, on va raconter l'histoire de ces langues. Donc, on commence, Edouard, par le français, après l'espagnol, portugais, italien, moldave et romain. Donc, oui. allons-y. Et le français.
Non, on va commencer, je vais commencer euh, par le grec, parce que le Non, non, grec, non, bien non, qu'il non, me fasse... Edouard, une seconde. C'est parce qu'aujourd'hui, la leçon 3, c'est le groupe latin. Donc, on va parler sur les langues latines. Mais d'accord, si tu veux qu'on parle que de la langue latine, On va suivre le plan pour qu'on ne puisse pas être trompé. d'accord. Mais comme j'ai dit que je ne suis pas sûr de pouvoir tout présenter dans cette leçon, peut-être on va diviser en deux. Moi, je ne sais pas. Euh, Parfait, très Parce bien. que, Il n'y a pas de voilà, problème. donc, je vais commencer par le latin. Oui, par le Non, latin. non, 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 on a parlé déjà, voilà, voilà, sur le latin. D'accord, d'accord, c'est ça. Oui, oui, le latin, oui. Voilà. Pour penser le développement de toutes ces langues, il faut tenir en tête, euh, je dirais, 3 ou 4 périodes, au moins 3 périodes essentielles. Voilà. C'est... Après, je vais donner les dates, bien entendu. C'est la conquête faite par les Romains, la conquête de la Grèce ancienne et l'échange culturel, pour ne pas dire la calque de la culture grecque faite par les latins. C'était presque la calque. Ils ont calqué, même ils ont traduit les noms des divinités. Voilà. Et c'était la période aux environs du 4e siècle avant Jésus-Christ. Et je sais pas, jusqu'au 2e. Voilà, c'est la première période essentielle de l'influence culturelle et linguistique. Euh, Après, euh, c'est la Rome antique qui n'a jamais arrêté d'occuper les territoires et les pays, les régions voisines. Euh, et ces conquêtes ont commencé au 3e siècle avant Jésus-Christ et ont fini, je dirais, au 2e siècle après Jésus-Christ. Voilà. Et la 3e période, euh, très important, c'est la chute de l'Empire romain au 5e siècle et l'invasion du territoire de l'Empire par les différentes tribus et avant tout par les tribus germaniques. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que cela donnait à l'imparfait progressivement l'influence mutuelle des plusieurs groupes linguistiques. Le groupe grec, le groupe italique ou latin et le groupe germanique. Et maintenant, je vais développer ce sujet en détail. J'espère que jusqu'à ce point-ci, j'étais clair. Donc, Et donc, c'était quelle la langue qui a originé le latin, le grec et le germanique? C'était laquelle? comment? Tu as dit qu'elles sont originées le latin, le grec d'une langue. Quelle c'était cette langue? Parce que je n'ai pas compris. Non, en fait, c'était l'influence mutuelle des 3 groupes, toujours indo-européens, mais quand même
qui à l'époque étaient assez différentes. Ah, d'accord, C'est-à-dire, d'accord. Donc, c'était elles sont trois groupes indo-européens, le grec, le latin et et les germaniques, le germanique. D'accord. oui, qui étaient en interaction. Voilà. C'est pour ça que ça explique euh, les nuances postérieures du développement des langues latines. C'est pour ça que j'ai commencé euh, par voilà, parler de ce sujet. Voilà. Maintenant, je vais commencer pour parler de la langue latine. Voilà, donc, pour être plus précis, voilà, j'ai trouvé le terme plus juste. Euh, pour parler du latin, il faut parler de langue italique. Parce que n'oublions pas que au VIe siècle avant Jésus-Christ, ou au 7e, au 8e, euh, il n'y avait pas seulement le latin, mais le latin avec les langues voisines ou les dialectes voisins. Voilà, comme aujourd'hui, on peut parler, par exemple, de l'espagnol et du portugais. Voilà. C'était plus ou moins cette situation. Donc, la langue latine était parlée dans la région qui s'appelle Latium. Ça, je t'ai envoyé l'orthographe. Euh, voilà, c'est le point numéro 10, je crois, dans tout ce que je t'ai envoyé comme présentation. Donc, la région de Latium et de la Rome. Voilà, dans ces régions-ci, le latin archaïque était parlé et on trouve quelques inscriptions très peu nombreuses. Voilà, le latin était entouré par les dialectes. Un problème. Voilà. Par les dialectes ou par les autres langues. Principalement, je vais en nommer trois. La langue osque, la langue ombrien et la langue vénète. Il y en avait beaucoup d'autres. Mais ce sont les langues principales parce qu'il y avait une influence mutuelle entre le latin et ces langues-ci. Les premières inscriptions latines datent du 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ. Et l'alphabet, c'était l'alphabet vieil italique fondé sur l'alphabet grec. Voilà, ça, c'est un fait basique. L'alphabet latin était basé sur l'alphabet grec. Quand je vais parler du grec, je vais parler aussi de l'histoire de leur alphabet. Voilà, donc l'histoire du latin. Le latin littéraire a commencé son existence environ au 1er siècle avant Jésus-Christ, quand on a commencé à écrire la première littérature dans cette langue. Le latin a hérité 6 cas des 8 cas de la langue indo-européenne. Donc, en latin, nous avons un nominatif, génitif, datif, accusatif, ablatif et vocatif. Donc, j'ai parlé déjà du latin archaïque parce que chaque langue a plusieurs divisions selon son développement. Donc, le latin archaïque, c'est à partir du 6e jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. Après, c'est le latin classique, le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 3e après Jésus-Christ. Et pendant l'époque classique,
l'Empire romain fait les nombreuses conquêtes et ainsi le latin commence à être parlé en Europe occidentale, en Afrique du Nord et dans la région danubienne, c'est-à-dire autour du fleuve le Danube. Selon les chercheurs, l'âge d'or de la littérature latine était entre 75 avant Jésus-Christ et 14, l'année 14 après Jésus-Christ, sous le règne d'Auguste. Et pour parler du côté culturel de cette langue, comme j'avais dit, la culture latine a essayé de calquer la culture grecque, mais déjà il y a beaucoup de similitudes entre la langue grecque et la langue latine. C'est-à-dire, il y avait les voyelles brèves et les voyelles longues. C'est-à-dire, par exemple, pour moi, il est plus facile de citer l'exemple grec, bien que ça fut aussi le cas en latin. Par exemple, le philosophe Socrate, comment on prononçait son nom en grec? On le prononçait Socrates. Et je souligne le oméga, Socrates, parce que les voyelles longues donnent les voyelles doubles si on veut les prononcer correctement. Et ça, c'était aussi intéressant. Qu'est-ce que je peux dire encore? À l'époque, dans la poésie, il n'y avait pas de rime comme dans la poésie moderne. Et on utilisait, je dirais, l'accord entre, on composait la poésie en se basant justement sur les voyelles longues et les voyelles brèves. Et ça, c'était très important. Et c'était toujours respecté. En plus, il y avait deux accents, ou peut-être au conditionnel, il y aurait deux accents en latin parce que c'est une question discutable. En grec, c'était sûr, mais en latin, pas sûr, mais quand même, il existe, selon les grammairiens latins, il y avait deux accents dans la phrase, surtout dans la phrase poétique. L'accent de force, comme en espagnol, en italien, sono venuto, per esempio, in Italie. Donc, l'accent de force. Et il y avait l'accent mélodique, un peu comme dans la langue chinoise. Je vulgarise un peu les choses. Ce n'était pas exactement comme en Chine, mais il y avait toujours cet accent mélodique qui favorisait, quand on lisait la poésie, cet accent mélodique favorisait une très jolie, je ne sais pas, chaque phrase avait cet accent. C'était littéralement, c'était très mélodique. Voilà, c'était les traits du latin qui malheureusement ont disparu assez vite. Donc est-ce que je suis clair? Tu as les questions? Oui, tu es bien clair. J'ajoute ici des informations que tu m'as envoyées. Donc, attends, mon écran, il bouge. Ça. Donc, tu as parlé sur le latin archaïque et le latin contemporain, c'est ça? Non, pas encore, mais je vais y arriver parce que faut pas oublier le latin, il existe jusqu'à présent. D'accord. Donc, l'âge Jusqu'à d'or. présent, il est pratiqué. Voilà,
parler de ça aussi. D'accord. Donc, allez sur le latin contemporain, s'il te plaît. Attends, pas seulement, parce qu'il faut que je passe aussi par par latin médiéval, par le latin médiéval, par le latin. Oui. Edouard? Voilà. Edouard? Oui. On n'a que 20 minutes pour finir. Mais Donc, c'est pour ça que veux-tu bien m'excuser, mais c'est pour ça que je t'avais dit que peut-être, voilà, pas c'est diviser beaucoup cette de leçon. choses pour parler. Donc, Cette leçon. on va essayer. Si on n'arrive pas, on fait une deuxième partie. Oui, oui, D'accord. heureusement ou malheureusement, c'est presque sûr parce que les choses sont très intéressantes. Il y a beaucoup d'informations très intéressantes. Oui. Donc, voilà, après 20 minutes, tu pourras m'arrêter. Donc, le 5e siècle, la dissolution politique de l'Empire romain sous la pression germanique. Et après, il y a une forme du latin qui est apparue et qui est nommé le latin vulgaire. C'est pas au sens vulgaire en poli, mais au sens de la vulgata, c'est-à-dire le peuple. On peut dire le latin populaire. Mais traditionnellement, on le nomme le latin vulgaire. Voilà, qui donne le catalan, le castillan, c'est le nom de l'espagnol à l'époque, le français, l'italien, le portugais, l'occitan, etc. Après, quand le latin cesse d'être parlé dans sa forme classique aux environs entre 5e et 7e siècle, ce sont toujours les intellectuels qui continuent à le maintenir et à travailler cette langue. Donc, le latin était réformé vers l'année 800, puis au 2e siècle. Après, on est revenu au latin classique à l'époque de la Renaissance, parce que la Renaissance, c'était quoi? C'était le but de renaître la culture grecque et latine pour protester contre l'abus religieux de l'Église. On cherchait la beauté en l'homme, en son corps, voilà, en ses capacités, et c'était pas Dieu qui devait occuper la première place, mais l'homme. En 2 mots, c'est ça l'idée de la Renaissance. Donc, on avait besoin de la culture grecque et latine. Et à l'époque, René Descartes écrivait en latin. Et aussi, on a eu beaucoup d'autres publications très intéressantes dans cette langue. Le latin contemporain, toujours, il est, comme je dis, il est pratiqué, il est évident. N'oublions pas que c'est la langue officielle du Vatican. Jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la langue officielle du Vatican. Et voilà, on essaye parfois, pas avec beaucoup de succès, de maintenir cette langue parce qu'il y a très peu de personnes qui vraiment sachent parler et s'exprimer sans erreur, mais quand même, on essaye. Donc, c'est la langue du Vatican. Après, pour qu'on puisse publier au XXe siècle, aujourd'hui, la littérature scientifique en latin, on a dû introduire 60 000 mots et expressions ajoutées. Et dans mon document, j'ai écrit, par exemple, on a dû introduire vis atomica, c'est la puissance nucléaire. Et on a traduit Harry Potter en latin. Et la devise de l'Union européenne est aussi écrite
en latin. Voilà. Et toujours, il est maintenu dans sa forme classique et correcte. Et pour revenir un peu en arrière, entre 5e et 9e siècle, il y avait le latin populaire, le latin vulgaire, avec beaucoup, soi-disant, beaucoup d'erreurs et beaucoup de dialectisme où le peuple, chacun des peuples dont je vais parler dans la leçon suivante, les futurs espagnols, les futurs français, italiens, portugais, eux, ils parlaient à leur manière la langue latine vulgaire. Voilà. Et après, ce sont devenus les langues indépendantes. Voilà, en ce qui concerne le latin. Voilà, si tu as les questions. Très bien. Édouard, donc, je vais juste faire une révision qu'est-ce que tu as écrit ici. Donc, le latin, la langue mère, attends une seconde. La langue mère pour le français, le portugais et l'espagnol. Oui, ouais. Exactement, pour les langues. Exactement, Pour elles toutes les sont langues ici. romanes. Oui, Ouais. français, espagnol, portugais, italien, moldave. La langue mère. Ces langues-là. Très bien. Et alors, le latin archaïque, le 6e siècle, avant. Ouais. 6e-1er, c'est-à-dire pendant 5 siècles. Le latin classique, un siècle, l'âge d'or, le 5e siècle, le latin vulgaire, donne le catalan, le castillan, l'espagnol, le français, le portugais, l'occitan. Je ne connaissais pas l'occitan. Est-ce que tu peux parler encore un peu plus sur l'occitan? Sur l'occitan, je ne l'ai pas étudié spécialement. L'occitan, c'est la langue d'oc du sud de la France. Bien qu'il soit sur le territoire français, il est bien plus proche de l'italien ou du dialecte corse. Voilà, c'est-à-dire que à l'oreille, quand on parle occitan, on entend plutôt si on parlait l'italien. Il y avait le grand mouvement culturel des troubadours au sud de la France au XIIe siècle, euh, avec la poésie amoureuse. Et Très bien. au nord de la France, d'ailleurs, c'était les trouvères. Et pour parler de troubadours, cela a beaucoup influencé la musique, les styles musicaux, parce que c'était aussi les compositeurs qui inventaient de belles mélodies. Il y avait toute une culture de chanter ces mélodies sous le balcon de sa bien-aimée ou de se souvenir de sa bien-aimée quand elle était éloignée. Voilà. Et après, ces mélodies ont servi pour la musique populaire et même pour la musique savante. D'accord, très bien, très bien. Et maintenant, d'ailleurs, il y a tout le castillan. Le castillan, c'est le futur espagnol. À l'époque, on nommait l'espagnol, on nommait le castillan parce que c'était la Castille, la région de l'Espagne, qui a développé la littérature et la normalisation voilà, de l'espagnol. Et je pense que c'est à partir du XIIe siècle, si je ne me trompe pas, qu'on a commencé à nommer l'espagnol. D'accord. Le Donc, castillan. voilà. Très bien. La langue savante, le latin médiéval, le latin humaniste. C'est quelle la langue savante?
Ah, c'était obligatoire. Tu vois les dates, 5e - le 17e siècle. C'était obligatoire pour tout scientifique de maîtriser le latin pour participer aux débats internationaux qui concernaient la science. Maintenant, par exemple, si on veut participer à une conférence internationale, on suppose qu'elle va se dérouler en anglais et on prépare son discours en anglais, tandis que entre 5e et 17e siècle, on préparait son discours en latin. Et quand, par exemple, le grand scientifique russe, Lomonosov, devait participer à la vie scientifique en Allemagne, il y avait deux exigences, qu'il parle allemand et qu'il parle le latin. Et donc, tous les congrès, tous les débats scientifiques, tous les travaux scientifiques, ou presque tous, étaient écrits en latin. Parce que le monde entier, le monde scientifique et culturel, se communiquait. Voilà, Donc, la langue savante, elle est à peu près la même chose que la langue franque, lingua franca. non, non, la lingua franca, c'est au début la variante parlée du latin qui va devenir le français. La D'accord, langue, d'accord. la langue savante latine est devenue, était toujours invariable, c'est-à-dire sans développement, sans changement. Cette langue, elle était maintenue artificiellement par les intellectuels, voilà, elle était un peu intouchable, parce que c'était la langue, tu vois, on écrivait les textes et on les lisait, on apprenait, on ne parlait plus comme ça dans la rue, entre les voisins, c'était uniquement pour la science, pour la culture. D'accord, très bien. Le latin humaniste, ça veut dire quoi ça? Je ne comprends pas. C'est-à-dire, pendant la Renaissance, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était la réaction contre l'Église et pas seulement contre la religion, mais encore contre les croyances. Voilà. Et les intellectuels ont voulu renaître la culture antique grecque et latine pour, mettre au centre l'homme. Il suffit de regarder la peinture de Leonardo da Vinci ou les tableaux de Michel-Ange, les poèmes de Pétrarque, etc., pour voir qu'on s'efforçait de mettre l'homme au centre et pas Dieu. Parce que humaniste, ça provient du mot homme. Voilà, et donc c'était le, le, le début, en quelque Très sorte, de bien, la très bien, modernité. très bien. C'est parce qu'il faut qu'on soit un peu plus vite ici, à cause de n'a pas outrepassé passer 1 heure. Allons-y, le latin médiéval, voilà, le latin contemporain, la langue du Voilà, Vatican. ici j'ai mis quelques exemples. Tu vois, vis atomique, le latin contemporain, vis atomique à la force nucléaire, la traduction de Harry Potter, voilà, et la devise de l'Union européenne écrite en latin. La structure de la langue latine. Et après, c'est déjà le français. Oui. Donc, après, ici commence le français, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, je peux supprimer ça. Pour aujourd'hui, oui. Mais pour la prochaine fois, Je peux supprimer ça parce que ça parle du français. Non, non, oui, je peux supprimer ça de cette classe ici, du latin. oui, oui. D'accord, de cette classe ici, du latin. Très bien.
Oui, Donc, parce le qu'après, ce latin, sont les langues. ouais. Donc, fais voir, hein, la devise de l'Union européenne est écrite en latin. Donc, Ouais. expliquez-moi plus ça, s'il te plaît, Edouard. La devise de l'Union européenne, elle est écrite en latin. Ça veut dire quoi? Euh, C'est-à-dire que la devise, ça veut dire les principes, les règles, je dirais, politiques, morales, les valeurs des pays, parce que moi, je ne connais pas par cœur la devise, mais je connais la contenu. Voilà, donc tout ça, les valeurs humaines, politiques, les règles du comportement euh, sont écrites en latin pour signaler que ce qui unit les peuples romanes de tout le globe terrestre, c'est le latin. Ceux qui parlent espagnol, portugais, français, italien, voilà, euh, là-bas, c'est toujours la langue latine. Et pour souligner euh, l'unité culturelle de tous ces pays, D'accord, voilà, on a un choisi le seconde, un latin. seconde. Edouard, qu'est-ce que ça veut dire pour toi quand une personne, elle dit le suivant, par exemple? Euh, qui parle le latin, il est un latin, c'est ça, au général. Il est une personne Euh, latine. oui, Et les gens qui habitent en Amérique latine, ils sont latins aussi. Donc, euh, oui, culturellement parlant, plutôt, oui. donc la culture, elle est latine. Oui, Mais la culture européenne, elle est latine, elle vient de latin, elle est une culture latine et la culture de l'Europe, de l'Amérique du Sud, elle est une culture latine aussi. oui, D'accord. Et voilà, l'Amérique du Nord, elle est plus une culture germanique au lieu de latine, qu'on va étudier, on va oui, voir après encore. oui. Voilà, très Oui, bien. c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que euh, tout ce qui est lié avec la culture latine a beaucoup influencé la culture germanique. Parce que chez eux, la littérature, l'alphabet et tout ça ont apparu à l'époque, aux époques bien plus tardives, c'est-à-dire à l'époque où les latins, les Romains de la Rome antique créaient les grands chefs-d'œuvre de la littérature. À cette époque-ci, les tribus germaniques étaient, je ne sais pas, étaient pas au niveau très primitif, c'est-à-dire il n'y avait pas de littérature, pas d'écriture, seulement les traditions orales. D'accord, C'est un peu d'accord. péjoratif de dire qu'il était en retard. Non, mais c'est-à-dire que la culture latine est bien plus ancienne et bien plus élaborée. Et c'est pour ça que après les peuples germaniques, les Anglais, les Allemands ont beaucoup emprunté en culture latine. Il D'accord, suffit de d'accord, parler d'accord. de Très bien, Vénitiens. très bien, très bien. Edouard, donc, parce que notre temps, il est déjà aux limites, mais j'ai besoin juste de savoir une chose, juste pour que les gens ils sachent où tu étais formé. La musicologie, le master, tu étais formé où? C'était en Russie, voilà, dans la ville de Nijni Novgorod. Et est-ce que tu peux écrire ça, s'il te plaît, sur Facebook? Sur Facebook, ton Facebook, euh, parce que j'arrive pas à réduire ton écran et je ne vois
pas mon Facebook. D'accord, donc laisse ça tomber. Dis-moi comment est-ce que j'écris ça en latin. C'est Nijni, donc N, Non, I, non, comment est-ce qu'on dit ça en latin? Nijni Novgorod et la Russie, voilà. Tu peux écrire seulement la Russie. Allez, c'est N, I, I. parce que je ne vois pas que. Où est-ce que tu écris tout ça? Je ne vois pas. Non, je vais te demander le suivant. Après qu'on finisse cette classe, tu écris pour moi chaque université où est-ce que tu as étudié et la prochaine classe, je vais mettre ici, d'accord? Oui. Et si tu pouvais me renvoyer aussi ce document pour que je puisse le trouver facilement. Oui, je vais t'envoyer juste seulement ça. Je t'envoie ici maintenant. Voilà, il est là. Sur ton Facebook, c'est juste mettre les noms des universités à devant. Edouard, merci infiniment de partager ta connaissance. C'est très gentil de ta part. Les gens qui regardent ces leçons-là, ils ne savent pas la infinitude comment est-ce que je peux dire ça, de remercie de la infinitude comment est-ce que je peux dire ça, de ta bonne volonté de nous offrir Merci. ces connaissances parce que c'est pas tout le monde qu'ils ont. Ici au Brésil, on a des gens avec toutes ces connaissances-là, mais en fait, ils ne partagent pas. Ça reste que dans les universités. Donc, on est ici en train de partager toutes ces connaissances qu'elles sont trouvées seulement dans les universités au Brésil et on partage avec tout le monde qu'ils ont l'envie de connaître, d'avoir plus de connaissances à part des linguistiques. Donc, merci infiniment, Edouard. C'est moi qui te remercie parce que ça fait toujours plaisir de partager les connaissances avec les autres et aussi de parler des sujets intéressants parce que tu me donnes l'occasion de parler des choses intéressantes qui me fait beaucoup de plaisir aussi. D'accord. Merci et on se voit dans la prochaine leçon, dans la leçon 4. Salut, Edouard. Toujours Salut. parler. Salut. Au revoir. Salut. Au revoir.